Merci pour la confiance que vous accordez à ces micro-programmes sur la RTNC de développement qui n'est autre que à la découverte. La fois dernière, nous avons reçu pour vous M. Vincent Chirimouami, ingénieur en informatique appliquée et en électronique, avec qui nous avons commencé à décortiquer l'architecture des ordinateurs. Et la suite, c'est tout de suite. On s'occupe de faire ces calculs pendant que le microprocesseur principal, lui, continue d'autres tâches de gestion de l'ordinateur. Ça, c'était le premier coprocesseur, qu'on appelait le coprocesseur mathématique. On va le voir dans toutes les générations de cartes mères. PCXT, le microprocesseur, c'était le processeur Intel 8088 et son coprocesseur mathématique, c'était Intel 8087. La deuxième génération est venue, c'était ce qu'on a appelé les AT286. Il faut savoir que c'est les microprocesseurs qui donnent le nom à l'ordinateur. Parce que lorsqu'on met au point un microprocesseur, directement on fait une nouvelle structure de la carte mère. Donc les 286 avaient aussi son coprocesseur mathématique. La troisième génération des processeurs qu'on appelait les 386. Vous allez, je crois, bon, on a ici. Vous avez la carte mère de la troisième génération des ordinateurs et des microprocesseurs. Ici, le microprocesseur est incorporé sous la carte. C'est Intel 386. Et à côté, on a prévu un socket où on va poser les coprocesseurs mathématiques. Alors, c'était ici, le processeur, c'était le 80386 et son coprocesseur mathématique, c'était le 80387. Il est optionnel parce que pour le moment, il n'est pas en place. Parce que les microprocesseurs coûtaient trop cher à l'époque. Si bien que acheter une machine avec un coprocesseur mathématique déjà en place, ça coûtait extrêmement cher. Alors il fallait que ça soit optionnel. Celui qui a beaucoup de calculs à faire, celui qui a beaucoup d'opérations qui demandent trop de mathématiques, lorsqu'il remarque que sa machine présente une lenteur, à ce moment-là, il peut acheter un coprocesseur mathématique à placer là-bas. Je voulais revenir ici pour vous dire que les coprocesseurs mathématiques se sont arrêtés à la 4e génération des ordinateurs, c'est-à-dire ce qu'on appelait les processeurs Intel 488, qui avaient comme coprocesseur 486, pardon, qui avait comme coprocesseur mathématique Intel 487. À partir de 486 DX, parce qu'il y avait les 486 à simple vitesse, qu'on appelait les SX, et il y en avait des doubles vitesses ou 4 vitesses, qu'on appelait DX, ou DX2, DX4. À partir de DX 486, on a préféré incorporer les coprocesseurs mathématiques à l'intérieur du microprocesseur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y avait les Pentium 1, Pentium 2. Nous sommes dans la famille de ce qu'on appelle Intel Core, c'est-à-dire les microprocesseurs à multiples cœurs, hein, où on a les dual core, c'est-à-dire core duo, quand il y a deux processeurs à l'intérieur d'un chip, soit 2 corps duo ou 4 corps duo, vous voyez, ou quad corps duo. Donc on multiplie le nombre des microprocesseurs à l'intérieur d'une puce. Donc aujourd'hui c'est comme ça. Je suis en train de vous parler des coprocesseurs. À part le coprocesseur mathématique, il existe d'autres coprocesseurs qu'on appelle des contrôleurs. À l'époque du PCXT, ces contrôleurs étaient externes, c'est-à-dire à part le processeur, on pouvait avoir un contrôleur programmable d'interruption, on pouvait avoir un contrôleur de DMA, on pouvait avoir à côté ce qu'on appelle les interfaces programmables des périphériques qui étaient externes,
On pouvait avoir les générateurs d'horloge qu'on appelle clock generator, qui étaient aussi externes. Il y avait ce qu'on appelle l'intervalle, les programmables timer, qui étaient à l'extérieur. Et tout ça, ce sont des contrôleurs, des coprocesseurs qui avaient des tâches bien précises qu'ils pouvaient assumer à la place pour assister les microprocesseurs. Mais les nouvelles générations des ordinateurs aujourd'hui n'ont plus tous ces coprocesseurs à l'extérieur. D'abord, des coprocesseurs mathématiques intégrés dans les microprocesseurs. Et ensuite, tous les différents contrôleurs, coprocesseurs que je vous ai cités, sont maintenant incorporés dans une seule puce ou deux puces qu'on appelle des chipsets. C'est ça. Par exemple, ici, quand vous voyez, ici il y a un radiateur, c'est un radiateur pour les refroidissements. En bas là-bas, il y a un composant qui joue le rôle de chipset. Celui-là on l'appelle Nord Bridge, c'est-à-dire le pont du Nord. Il est à côté du microprocesseur. En bas, vous trouverez celui qui est au sud, le chipset qui est au sud, qu'on appelle South Bridge, ou le pont du sud. Et chacun de ces deux chipsets joue un certain nombre de rôles que les microprocesseurs pourraient jouer. Mais comme l'objectif est de rendre l'ordinateur beaucoup plus rapide, alors on a compris que les microprocesseurs, au lieu de gérer l'ensemble de l'ordinateur, pouvaient être assistés actuellement seulement par les deux chipsets. Par exemple, celui du Nord, qu'on appelle le Nord Bridge, il va assister les microprocesseurs dans la gestion des RAM qu'on va placer ici et la gestion de la carte graphique qui contrôle l'écran. Alors que celui du Sud va jouer entre autres le rôle de contrôler ce qu'on appelle les périphériques d'entrée-sortie. Sur cette carte mère ici, qu'on appelle la mainboard, c'est-à-dire la principale carte, ou en anglais motherboard pour carte mère. Sur cette carte, on trouve beaucoup d'éléments. Et ici, ce sont des ports. Quand vous tournez à une unité centrale, vous allez trouver tous ces ports ici. Il y a les ports VGA qu'on connecte sur le moniteur. Il y a les ports parallèles qu'on peut connecter sur les vieilles imprimantes parallèles. Il y a les ports série qu'on peut connecter aussi sur des vieilles souris sériales, des vieux modems, et ainsi de suite. Il y a les ports RJ45 pour les réseaux qui permet de connecter la machine sur les réseaux à travers les switches. Vous avez les ports USB que vous connaissez beaucoup. Je ne peux pas vous détailler ça parce que tout le monde utilise aujourd'hui les ports USB. Vous avez les ports audio ici, où vous trouverez les jacks pour microphone et puis les jacks pour les speakers ou si vous voulez les haut-parleurs, parce que tous les ordinateurs aujourd'hui sont multimédia. C'est-à-dire vous pouvez jouer de la musique, vous pouvez regarder des vidéos et ainsi de suite. On connecte sur le disque dur, ici. Okay. Et la nappe ici c'est tout un bus où passent les données, où passent les signaux de contrôle, où passent les signaux qui amènent les adresses. Et c'est à connecter, cette nappe est à connecter sur les ports ici. Vous voyez? Vous pouvez les connecter sur les ports ici, pour que la carte mère puisse avoir la possibilité de communiquer avec les disques. Et puis naturellement, ici, on met toujours l'alimentation. On peut avoir un petit défaut qui provoque seulement un dysfonctionnement. L'ordinateur peut démarrer avec trop de problèmes. Et là, vous allez comprendre qu'il faut le changer. Mais dans beaucoup de cas, lorsqu'il est vraiment défectueux, il n'y aura pas d'affichage à l'écran. Et là, vous voyez, parce qu'il y a un socket qu'on appelle socket à force d'insertion nulle. C'est-à-dire pour le poser, il n'y a pas d'effort à faire. Et vous le changez.
Mais si vous avez les problèmes sur les chipsets, regardez par exemple les Southbridge ici. Le montage est en surface. Si le chipset ici est abîmé, dans beaucoup de cas, on a essayé de tenter d'utiliser des fers à air chaud, les hauteurs, pour les démonter et puis pour les remonter. Mais dans beaucoup de cas, il faut changer la carte. Dans beaucoup de cas. Parce qu'à l'intérieur, c'est quand vous allez, d'abord, quand vous allez démonter les chipsets, vous allez l'acheter où? Et c'est pourquoi les fabricants les montent en surface. Donc, ils sont complètement soudés, avec plusieurs bouches. Plusieurs bouches. Imaginez par exemple, bon, ça c'est le processeur, le LGA 700, celui-ci a 775 broches. Celui-là en a plus encore, vous comprenez? Et c'est condamné à monter en surface. Il faut avoir des outils performants pour les démonter. Et encore, il faut savoir où est-ce que vous allez l'acheter. Donc, si vous avez un problème sur le chipset, il faut changer la carte mère. Mais le processeur, lui, ne pose pas de problème, on peut le remplacer. Des ordinateurs fait allusion tout simplement à l'anatomie de l'ordinateur. De quoi est constitué un ordinateur? Quels sont les différents éléments qui composent un ordinateur? C'est dans l'architecture des ordinateurs qu'on explique la forme, le principe de fonctionnement de chaque composant et comment il communique avec les autres. C'est à la fin ce qui va permettre à ce qu'on puisse comprendre le principe même de fonctionnement d'un ordinateur.